Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA. Bonjour à tous et bienvenue dans Check-in pour la suite des aventures de Nicolas que nous avons convié à nous raconter son dernier road trip en Californie. Salut Nicolas. Salut Jean-Christophe. Alors dans les épisodes précédents, on t'avait suivi à la découverte de San Francisco, on avait succombé au charme de la mythique Pacific Coast Highway le long du Pacifique, et la semaine dernière, on t'avait laissé un peu frustré aux portes du parc national de Yosemite où tu venais de poser tes bagages. Effectivement, et du coup, on a commencé cette première journée avec une magnifique vue sur un petit lac qui était dans la résidence de ce fameux petit hôtel Yosemite Paradise Bed and Breakfast, avant de commencer cette visite du parc. Alors on va revenir un petit peu, on est le 12 mai, on se réveille tranquillement, c'est à peu près 6h du matin comme d'habitude, maintenant vous connaissez mon rythme, et on dit on va aller prendre le petit déjeuner, donc dans les locaux communs de la résidence. Donc on y va, on n'est pas tout seul. Donc déjà on a un premier couple de jeunes indiens qui est en train de terminer son petit déjeuner, et puis un couple plus senior d'asiatiques, où là ça me surprend un peu plus puisque la femme attrape une tasse Sanofi Pasteur, donc société d'origine lyonnaise, pour qui j'irai travailler d'ailleurs quelques mois plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Elle verse son café dans cette fameuse tasse, et puis à côté d'elle, elle attrape une autre bouteille, une bouteille de Baileys. Donc un peu surprenant, c'est 7h du matin, mais bon, ça marque un petit peu, ça fait des petites anecdotes comme ça. On prend notre petit déjeuner tranquillement, et puis on se dirige du coup ensuite vers le parc de Yosemite, plein d'étoiles dans les yeux finalement. Et oui, c'est une des splendeurs de la Sierra Nevada quand même, c'est une dimension extraordinaire. Et oui, et là ça y est, notre périple au sein des parcs nationaux américains commence, puisque finalement je crois que c'est le premier parc que nous faisons tous les deux. Donc on arrive, on se gare au Yosemite Village, donc c'est là où on gare un petit peu toutes les voitures en principe, et on commence une première promenade qui s'appelle Yosemite Fall. Donc c'est histoire de se mettre en jambes, c'est pas une grande promenade, je sais plus combien elle fait, mais ça nous permet de commencer la visite tranquillement. Alors là il faut savoir que si comme moi vous avez un appareil photo, il faut être vigilant parce à côté de la cascade, il y a quand même pas mal de brume. Donc il y a déjà un petit peu de monde, il est tôt, mais il y a déjà un petit peu de monde. Et il y a surtout de la brume, donc pensez à protéger vos appareils photo. Donc cette première promenade se passe très bien. Et puis après, on se dit, on va faire une seconde qui est un petit peu plus longue, qui s'appelle Mirror Lake. Moi, je connaissais pas, mais j'avais vu de magnifiques photos, des photos splendides de Mirror Lake. Du coup, quand on voit des photos très très belles, on peut être un petit peu déçu. Donc on fait notre balade. Donc là il y a des chemins assez étroits qui nous y emmènent, donc on a un rythme assez élevé avec Sarah, donc on dépasse quelques personnes, très respectueusement, on fait attention, on fait les choses bien, et puis vient un endroit où c'est quand même très étroit et on peut pas trop dépasser, et malheureusement on a un couple avec un ado avec eux qui ont décidé d'écouter de la musique pendant leur visite du parc, alors que nous écoutions plutôt les petits oiseaux et nos discussions. Ouais. Petit problème, c'est qu'ils n'ont pas choisi d'utiliser des écouteurs pour écouter leur musique, ils ont choisi de mettre ça sur le téléphone portable et de faire profiter un petit peu tout le monde de leur musique qui est un petit peu sauvage. C'est le genre de choses qui est un petit peu désagréable quand on fait ce genre de visite où on aime bien profiter de la nature. Ouais, ça gâche un tout petit peu l'immersion. Ouais, ça gâche un petit peu, et puis comme je disais, moi j'avais vu de magnifiques photos, donc arrivé à Mirror Lake, j'étais un petit peu déçu. Ça m'arrive très peu souvent, mais là pour le coup... je sais pas, j'étais un petit peu déçu de la vue. En revanche, c'est que ça reste un endroit splendide. T'as trouvé ça un peu moins instagrammable que prévu ? Oui, exactement. En tout cas pour mes yeux, instagrammable pour mes yeux, un petit peu moins fun que ce que j'avais imaginé. Mais c'est pas très grave. On se dit, c'est l'occasion, on a un petit peu faim, on mange, on avait pris une banane ou ce genre de choses, on se pose sur un banc. On commence à manger notre banane et rapidement en fait on se rend compte que c'est peut-être pas le meilleur endroit parce qu'il y a des personnes qui ont eu la bonne idée de monter jusqu'à Mirror Lake avec des enfants, donc très courageux déjà. Je trouve que c'est admirable de monter avec des enfants, surtout avec une poussette et compagnie. Je sais pas s'ils ont utilisé ce sentier ou s'ils sont venus en bus, mais reste que ces personnes-là, au-delà du fait qu'elles sont venues avec un enfant, elles ont laissé une couche pleine à craquer sur le banc. Ah oui. Du coup.
Wow. Ce qui est plutôt dommage dans la mesure où en plus c'est quand même plutôt bien fait le parc, il y a des poubelles un peu de partout et il y en a notamment une qui est peut-être à quelques mètres de nous. Donc franchement ça c'est pas cool. On continue à manger notre banane ou je ne sais ce qu'on avait avec nous. On décide de redescendre. Donc au début on se dit on va faire la boucle complète. Ça nous permet de faire un parcours un tout petit peu plus long. En revanche quand on commence à descendre, on se rend rapidement compte que finalement on est sur la route et c'est pas idéal quand même. Donc autant le premier chemin était vraiment excellent pour monter jusqu'à Mirror Lake, mais pour redescendre c'est vraiment pas évident. C'est même limite dangereux. Donc quand l'occasion se présente, on emprunte un bus. Et on a la bonne idée d'emprunter ce bus puisque la personne qui est le chauffeur finalement est de bonne humeur aujourd'hui. Il décide de chanter tout au long du trajet. C'est assez surprenant, hein, mais il chante pas forcément très bien. C'est pas très grave, ça met tout le monde de bonne humeur et c'est l'essentiel. Bon, on se retrouve finalement au niveau du parking à Yosemite Village. Et là, on doit reprendre la voiture pour aller voir d'autres points de vue. On va notamment voir Tunnel View, ça vaut le détour. Et puis un peu plus loin, on monte à Glacier Point. Et en fait, on passe notamment par différents décors. Donc on voit de la forêt, on voit des zones brûlées, on voit aussi de la neige. Donc simplement pour la petite parenthèse, au niveau des zones brûlées, je sais pas si tu le sais Jean-Christophe, mais apparemment il y a beaucoup d'écriteaux qui disent « Do not report fire » ou quelque chose comme ça là-bas, puisqu'en fait ils encouragent les feux de forêt de temps en temps pour justement consolider les arbres et renforcer la faune. Bah ça m'avait beaucoup surpris moi pour le coup. Ouais. Je m'étais un petit peu renseigné du coup parce que je me suis dit tiens c'est bizarre, et on est dans une forêt, c'est un peu dangereux quand il y a des feux, mais il faut pas forcément le rapporter, enfin faut pas forcément prévenir les autorités. Bon en tout cas on arrive à Glacier Point, une vue splendide forcément, on en prend encore plein les yeux même si ça met un peu de temps parce que en fait le parking est quand même assez petit et il faut attendre que des personnes partent pour pouvoir rentrer, donc il y a quelques embouteillages. On croise d'ailleurs un gars en hot rod à ce moment-là, donc lui aussi il est courageux de monter jusque là avec son hot rod. Bon c'est américain, c'est pas très étonnant. Mais ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Et puis ça me fait penser aussi à la personne qui avait pris la photo de Mirror Lake que j'avais trouvé absolument fantastique. C'est une fille aux États-Unis qui a décidé de parcourir les États-Unis, enfin le pays, en Mustang de 1966. Ah oui. Et oui, et elle fait notamment beaucoup de parcs nationaux. Et elle documente tout ça, donc c'est super intéressant. Donc petit clin d'œil du coup à cette personne. Là on prend pas mal de photos à Glacier Point. On envisage 2 ou 3 minutes de faire une balade qui dure 1h30 parce qu'elle a l'air magnifique. Et puis on regarde l'heure, c'est un peu plus de 16h, on n'a pas vraiment mangé à midi, on a avalé une banane dans la matinée. On est un peu fatigué et puis il nous reste quand même une bonne heure et demie de route avant de retrouver notre logement du soir. Qui sera pas le même du coup que celui qu'on avait fait la veille. Donc on renonce, on redescend tranquillement du coup en voiture en passant par quelques routes sinueuses. Et puis on rejoint Oakhurst, une petite ville charmante où notre Airbnb nous attend. Alors là on se retrouve du coup dans une maison typique de banlieue américaine, classe moyenne supérieure je dirais, de très bon goût. Et en fait on a une chambre qui nous est dédiée à l'entrée en fait, tout de suite à gauche quand on rentre dans la maison, et une salle de bain à l'étage. Donc je précise tout de suite à gauche quand on rentre dans la maison parce que le propriétaire, ou du moins la personne qui loue cette chambre, nous précise par message de bien aller dans cette chambre tout de suite à gauche et de ne pas aller à droite où il y a une porte un petit peu ouverte avec une sorte de rideau parce que c'est le salon de ses parents et ses parents sont dans la maison. Ah oui. On fait attention, d'autant plus que sur le parking est garé un énorme pick-up avec sur la vitre arrière un gros sticker d'un AK-47. Donc ça déconne pas, j'ai pas spécialement envie de me retrouver avec un trou dans la poitrine si je me trompe de pièce. C'est clair, bien rester concentré. Exactement, donc quand je vais prendre ma douche à l'étage, je fais aussi très attention parce que c'est un peu moins clair les explications et j'ai pas envie de me retrouver dans la mauvaise chambre. Mais c'est pas grave, on s'en sort, hein, on est toujours là 4 ans après. Donc on prend quand même une bonne douche parce que bon, on a fait quand même quelques visites aujourd'hui, et une douche méritée du coup, avant de repartir faire quelques courses au Rally's du coin. C'est un supermarché comme savent très bien les faire les Américains. Et à chaque fois que je vais dans un supermarché américain, je tiens le même discours à Sarah. Je lui dis écoute Sarah, si en Europe on avait les mêmes supermarchés qu'ici aux États-Unis, j'irais faire les courses avec grand plaisir toutes les semaines. Qu'est-ce que tu entends par là ? Eh ben, les supermarchés aux États-Unis, moi je trouve qu'ils sont hyper accueillants. Je sais pas, il y a un jeu de lumière qui fait que les produits sont très bien mis en avant, c'est spacieux.
C'est pas les magasins froids qu'on retrouve ici de temps en temps qui sont dans des rangées très striées avec du carrelage au sol. Non, là on a du parquet au sol, on a des étals de fruits frais bien mis en avant. Et puis il y a de la place, quoi. Tu peux circuler, je sais pas si tu l'as constaté comme moi, Jean-Christophe, mais J'avoue, surtout les rayons fruits et légumes m'ont toujours bluffé parce que les fruits, notamment, sont extrêmement beaux. Presque trop, je dirais, parce qu'effectivement, pour nous, Français, c'est toujours un peu impressionnant. Et les jeux de mise en lumière, effectivement, sont très très beaux. On est très loin de la lumière blafarde de certains supermarchés en France. ah bah exactement. Ça m'a rappelé d'ailleurs un autre magasin, un supermarché que j'avais vu au milieu de nulle part à Québec. C'était un IGA. Donc le truc, il payait pas du tout de mine. On était sous je sais pas combien de centimètres de neige. On rentre dans le magasin et là, éblouissant, ultra chaleureux, de très belles lumières, belle mise en avant. Et j'aurais pu passer des heures dans le magasin. Enfin, dans le supermarché. C'est pas du tout mon cas habituellement. Et des employés souvent aux petits soins aussi, il faut le préciser. Oh oui, très chaleureux aussi et toujours très accueillant. Ils nous demandent un petit peu ce qu'on recherche, etc. Mais sans être non plus trop oppressant. C'est vrai. Bon, du coup, on fait nos petites courses. Donc, on prend notamment 2-3 trucs pour petit déjeuner le lendemain. Puis finalement, on a faim. Puis je vous l'ai dit, je suis gourmand. Sarah aime bien manger aussi. Donc, on cherche une pizzeria au début. Finalement, on se regarde, on se dit, c'est pas assez américain. Après, on avait vu qu'il y avait un steakhouse dans le coin. On se dit, pourquoi pas, on passe devant le steakhouse. Il nous inspire pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on n'était pas inspiré. On regarde un petit peu Sarah doit regarder sur internet, je pense. Et puis on se retrouve finalement chez Southgate. C'est une petite chaîne qui a la particularité de brasser sa propre bière. Ce qui me fait penser d'ailleurs à une enseigne qui est de la région Rhône-Alpes, qui s'est développée en tout cas dans la région Rhône-Alpes, qui s'appelle le Ninkasi, qui est maintenant plutôt connu en France. On a quand même 20 minutes d'attente, ça pourrait être décourageant, mais bon, on se laisse pas abattre, on attend sagement, jusqu'à ce que le buzzer buzz finalement, Ouais. et nous indique que notre table est prête. On s'installe à notre table, on passe notre commande, donc un burger chacun, évidemment, on a dit qu'on faisait dans l'américain, on fait dans l'américain. Et je prends une petite bière pour me récompenser de cette belle journée avec une belle balade. À la table d'à côté, on a un couple d'Américains, des retraités je dirais, qui payent et qui commencent à s'en aller. Le gars nous regarde, et puis d'un coup il me demande un petit peu d'où je viens, il nous salue déjà, très gentiment, et puis je constate d'ailleurs qu'il est bien imbibé, je sais pas combien il a bu de bière, mais il en a bien profité. Il nous demande d'où est-ce qu'on vient, et je lui explique qu'on est français, et puis il me regarde avec un petit air malicieux, il me dit « Ah, effectivement, j'ai lu le livre de Napoléon, Smart Man, Bad Choices, comment dit-il ?» Et il m'explique aussi qu'il a passé 8 mois en Allemagne, et puis qu'il vient lui-même de Morebay où on se trouvait la veille justement, quand on a fini notre séjour sur la route 1. Donc très intéressant, encore une fois une rencontre typique qu'on peut retrouver aux États-Unis, et très, très intéressante. On rentre et on constate qu'on a fait seulement, je dirais, 20 000 pas aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 17 km à pied. Pour une visite de parc, c'est quand même pas excessif. On a peut-être un peu trop utilisé la voiture. Mais il faut dire que le parc est quand même assez grand aussi, Oui. Ou alors il faut y passer beaucoup de temps. En fait, on avait limité nos visites de parc à peu près à un jour, je crois. Donc forcément, ça nous a un petit peu obligés à ne pas perdre trop de temps sur les balades à pied. Donc finalement, on se réveille le lendemain à Oakhurst toujours, 6h du matin, vous avez compris, là, le rythme est trouvé. Dans la chambre de gauche, donc. Dans la chambre de gauche, effectivement. On prend notre petit déjeuner à base de bagel et de café, avant de prendre la direction, du coup, de nouveau du parc Yosemite. En revanche, là, quand on va arriver à Yosemite, on va prendre plutôt une navette qui va nous emmener sur un parc annexe, qui est toujours attaché à Yosemite, il me semble, qui s'appelle le Grizzly Giant Loop Trail. C'est tout petit, mais c'est vraiment très intéressant. On a la bonne idée d'y aller très tôt. Donc c'est une boucle qui fait 2 km, on va pas y passer des heures. En revanche, il y a beaucoup de séquoias géants, il y a plein de panneaux qui expliquent très bien ce qui a été fait ici. Et comme ce que je disais, c'est qu'on est arrivé quand même très tôt. On a la chance de voir pas mal de faune sauvage, notamment des biches. Donc naturellement, elles viennent pas nous manger dans la main. En revanche, on arrive à les approcher suffisamment pour les observer. Alors que je pense dans la journée, c'est quand même plus difficile et elles désertent un petit peu l'endroit pour éviter les visiteurs.
En lisant les différents panneaux, on se rend compte que finalement c'est un endroit qui a été restauré. Donc on nous indique qu'en tant que visiteur, il faut bien rester sur les sentiers parce qu'ils ont remis en place un certain écosystème avec les arbres du coup qui perdent des graines. Les graines sont transportées par de petits animaux, disséminés ici et là pour justement faire repousser des arbres et de nombreux petits insectes qui vont venir s'abriter du coup sous les graines, etc. Le lit finalement des arbres. Là, c'est intéressant parce que je me rappelle d'un épisode de podcast où tu parlais, Jean-Christophe, me semble-t-il, avec Joël, de Leave No Trace. Oui. Du coup, Leave No Trace, c'est la philosophie qu'on a adoptée. C'est aussi, je crois, avoir lu une des valeurs clés de la communauté Sunset. Et c'est un des fondamentaux de tous ces espaces naturels, notamment des parcs nationaux. C'est extrêmement important, surtout avec évidemment le développement du tourisme de masse. En clair, est-ce que tu peux rappeler un petit peu les fondamentaux du Leave No Trace ? Le but étant simplement finalement d'arriver dans un lieu, d'en profiter autant que possible, mais de ne rien laisser derrière nous, en disant que voilà, on a trouvé le lieu dans une situation X, on le laisse dans la situation X quand on repart. C'est clairement, je pense, la philosophie de toutes les personnes qui nous écoutent et il faut rester comme ça, il faut faire attention. Oui. Nous, on n'a rien laissé derrière nous, et certainement pas de couche. Finalement, on reprend du coup la navette, puis la voiture, et cette fois-ci, on se dirige vers Sequoia National Park, donc un autre parc national. On vient de voir des séquoias, donc forcément, on retourne voir d'autres séquoias, mais à 224 km. Sur la route, on passe notamment devant un magnifique lac qui s'appelle Kawit, de mémoire. C'est un lac artificiel qui est absolument sublime. On en profite pour faire quelques photos. Et puis arrivé sur place, on décide de faire plusieurs balades. Donc on fait une première balade qui s'appelle le Crescent Meadow Road, où on a la chance de voir un arbre qui s'appelle l'autologue, qui est tombé en 1917. Alors je suis pas absolument sûr de ce que j'avance, mais il me semble que cet arbre-là a été utilisé notamment à un moment donné comme parking. Donc moi je suis absolument fan des États-Unis, je suis absolument fan des voitures. Par contre je me dis que des fois on n'avait pas été forcément en tant qu'humain très intelligent de mettre des voitures sur des arbres. Mais c'est bon, c'est comme ça. On fait une seconde balade qui nous amène à Moro Rock. C'est un rocher qui fait 2050 mètres d'altitude quand même. Le parcours pour y accéder n'est pas forcément évident. Il y a bien des panneaux qui nous stipulent « Faites attention si vous êtes cardiaque, si vous avez des soucis de santé, etc. » Pensez-y un petit peu avant de monter toutes les marches, parce qu'il y a beaucoup de marches qui nous emmènent tout en haut. Et ces marches sont assez étroites. C'est aussi assez difficile de croiser des personnes. Donc quand on monte, que des personnes descendent, c'est pas toujours évident. Mais ça se fait très bien quand même. Par contre, si on a des problèmes de santé, c'est pas terrible. On monte quand même tout en haut et là, on se retrouve avec une vue absolument sublime. Donc il expliquait sur un des panneaux qu'on peut voir par temps clair jusqu'à 240 km. C'est beaucoup. Oui. Oui. Et franchement, ça vaut le détour. Donc, on n'avait peut-être pas le temps idéal pour ça, même s'il faisait très beau. On voyait quand même bien. Je pense qu'il y avait un peu de pollution aussi qui faisait que le temps n'était pas totalement clair. C'est vraiment à faire. Enfin, si vous avez l'occasion d'aller jusqu'à Sequoia National Park, il faut monter sur ce fameux rocher. Et puis ensuite, on fait une dernière balade ici. C'est celle du General Sherman Tree Trail. Et le General Sherman, c'est un séquoia géant de 84 mètres de haut, 31 mètres de diamètre au sol, et seulement, je dirais, 11 mètres de diamètre au niveau du tronc. Mais surtout, le General Sherman, c'est la plus grosse espèce vivante au monde. Pour le coup, on n'en a pas profité autant qu'on aurait pu si on était venu tôt le matin. Il était plutôt le milieu d'après-midi, là, voire un peu plus tard. Il y avait énormément de monde et on a pu se balader un petit peu autour, faire quelques photos, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Mais bon, fait avec, c'est comme ça, il faut faire des choix. Pour la petite anecdote, à un moment donné, on repart, alors je crois que c'était après notre circuit du Crescent Meadow. On se retrouve justement avec Sarah, à discuter un petit peu, et puis on entend des personnes qui font un peu de bruit. Donc Sarah me regarde, elle fait « Oh là là, ces Américains !» Puis alors j'écoute 2 minutes, puis je regarde Sarah, je fais « Ce sont des Français, Sarah. Des Français !» C'est simplement pour la petite anecdote, je pense qu'on n'est pas forcément plus bruyant que les autres, et puis on remarque surtout les personnes qui parlent la même langue que nous, quoi. Ouais, c'est ça. Finalement, on a fait notre petit tour, on redescend, donc on a bien profité, on a fait quand même 3 balades très très intéressantes. On redescend du coup en voiture, par des petits chemins sinueux, mais très 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 agréables. Et puis on s'arrête en bord de route dans une pizzeria.
Pizzeria qui paye pas de mine avec une jolie terrasse. Elle diffuse d'ailleurs par ses enceintes de la musique country, comme j'aime. On en retrouve beaucoup d'ailleurs aux États-Unis des enseignes qui diffusent de la country. On s'installe en terrasse, alors en fait on va à l'intérieur pour commander, je remarque que la clim est à fond, c'est assez désagréable, donc je dis à Sarah on va se mettre en terrasse, on sera super bien. Bon la pizza est pas fameuse mais c'est pas grave, l'ambiance est géniale. On se détend un petit peu et on va rejoindre notre prochain Airbnb dans la commune ou la ville de Three Rivers. Notre hôte s'appelle Mike, et Mike est un ranger au Sequoia National Park. Ah, Donc super intéressant notre hôte. On parle un petit peu avec lui mais assez rapidement parce qu'il a des choses à faire le soir. Il nous explique un peu comment fonctionne la maison. C'est un Espagnol en fait qui a été élevé en Californie, du coup qui a monté cette petite maison près du parc et qui a décidé de rester très nature. La maison est absolument sublime, elle se situe dans les collines et en fait ce qui se passe c'est que la maison elle a un rez-de-chaussée et puis un étage. Il loue l'étage supérieur qui est lui-même composé il y a un salon, une véranda, une cuisine, une salle de bain et bien évidemment une chambre. Tout ça dans une déco vraiment très élégante qui marie parfaitement le bois, puisque la maison est en bois, avec des plantes très bien choisies et des équipements modernes. C'est assez surprenant mais ça fait un mélange super intéressant. Petite particularité du lieu, on retrouve beaucoup d'albums photos qui expliquent un petit peu Sequoia National Park, aussi sa maison, comment est-ce qu'il l'a construite, etc. Mais surtout, il nous explique qu'il n'y a pas de Wi-Fi ici, il a fait le choix de ne pas mettre de Wi-Fi dans sa maison pour que les personnes vraiment profitent de l'instant présent et puis du lieu qui les entoure. et déconnecte donc, hein. Exactement. Donc Ouais. là, au moins, ça permet de se poser, de prendre le temps de vivre. Donc Sarah choisit notamment de regarder un petit peu les livres photos qui sont à disposition le soir. C'est l'occasion de saluer ces rangers qui font un travail extraordinaire. Il ne faut pas hésiter à aller à leur rencontre parce qu'ils sont d'une bienveillance, d'une gentillesse assez incroyable. Ils fourmillent d'anecdotes évidemment sur leur lieu de travail, hein. Il y a pire comme endroit pour bosser. C'est vraiment des gens formidables, je trouve. Et très chaleureux, Oui. il faut le dire. Enfin, franchement, à chaque fois qu'on s'adressait à un ranger, c'est pas comme si on avait l'impression de l'embêter. Au contraire, très avenant, ils expliquaient très bien où est-ce qu'on se trouvait, ce qu'on avait besoin de faire pour se rendre à tel ou tel endroit. Et tu parles d'ailleurs, je crois, sur le site de Sunset du Junior programme. Oui, exactement, le programme Junior Rangers, qui est un programme assez formidable, hein. On a plusieurs membres de la communauté qui l'ont testé et validé. Avec mes enfants, ça pourrait être l'occasion de faire quelque chose d'intéressant. Mais carrément, oui. On se retrouve du coup avec une journée à 17 km seulement, à pied, hein. On a fait 17 km à pied. C'est pas énorme une fois de plus, mais on en a bien profité. C'est 17 km très efficace et très intéressant. Et par contre, 270 km en voiture, tout de même. Donc, le lendemain, le 14 mai, on se retrouve de nouveau à Three Rivers. Et là, on décide d'aller justement dans la Death Valley, notre prochaine destination. On n'avait pas pris de petit déjeuner cette fois, on a décidé de le prendre sur la route. Donc on commence à prendre la route, on décide de s'arrêter vers Visalia. Donc Visalia d'ailleurs qui a eu pas mal de problèmes ces derniers temps avec les inondations qui ont eu lieu en Californie. Oui. Donc j'ai été assez triste d'apprendre ça. On s'arrête donc dans cette magnifique petite ville de Visalia pour faire le plein et puis on s'arrête dans un endroit qui s'appelle le Black Bear Diner. On savait pas trop à quoi s'attendre mais la façade était très sympa avec de jolis dessins justement des parcs nationaux. Et puis on rentre, donc déjà un personnel très charmant une fois de plus, hein, vraiment très agréable. On passe notre commande, donc avocado toast pour Sarah et puis California omelette pour ma part. Et là on voit les assiettes qui arrivent gigantesques. Donc on mange nos plats, on a du mal à finir, on se dit on mangera pas ce soir, hein, parce que on mangera pas avant ce soir parce que on est quand même bien plein. Donc à chaque fois qu'on dit ça, il faut se méfier parce que des fois on finit quand même par s'arrêter dans un In-N-Out ou quelque chose comme ça. On reprend la route du coup, direction la Death Valley. Là par contre c'est un sacré bout de chemin, on fait 367 miles, donc c'est 600 km quand même à peu près, soit 6 heures de route. On s'arrête d'ailleurs au supermarché pour prendre des réserves, donc c'est fortement conseillé quand on va dans la Death Valley, il faut prendre de l'eau. On se prend 2 gallons d'eau, c'est-à-dire à peu près 10 litres sur la route. Alors c'est vrai que sur Sunset, on conseille au minimum 4 litres d'eau par jour et par personne. Et c'est extrêmement important. Oui. Et puis c'est conseillé assez souvent d'ailleurs, quand on regarde un petit peu des périples à la Death Valley. Donc on s'arrête dans ce fameux supermarché, et là c'est étonnant parce que
Autant on a l'image des Américains qui font leurs courses avec des énormes chariots, des choses assez extravagantes. Et là, en fait, on se retrouve avec pas mal de housewives très jeunes, plutôt très belles, en tenue de survêtement. C'est assez rigolo. Et ça me fait beaucoup penser aux séries télé, notamment Desperate Housewives. Donc jeunes et dynamiques, ces femmes-là. Et puis après, on reprend naturellement la route, une fois qu'on a acheté nos gallons d'eau, nos chips, etc. On croise plein de Mustangs, comme d'habitude. Mais surtout, on croise un camion qui charge, qui a chargé sur lui pas mal de Ford Mustang flambant neuf de 2019 à livrer en concession. Et là, je me dis, waouh, si seulement ce camion il allait chez moi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, et c'est là où les choses ont failli dériver, où plein de choses te sont passées par la tête. Oui, bien des choses, mais j'ai quand même tracé ma route, finalement. Donc le paysage change beaucoup au cours de nos 600 km. On a de la forêt, encore une fois, on passe par le désert de Mojave, qui est un désert plutôt sympa. Et puis d'immenses champs d'éoliennes. À perte de vue, on se retrouve avec des éoliennes, c'est intéressant. On passe par une ville qui s'appelle Baker, où se trouve le plus grand thermomètre du monde. Ça sert strictement à rien, mais c'est pas grave, pour l'anecdote. Ouais, c'est un petit spot très touristique, ouais. Exactement. Un peu plus loin, on fait le plein à Barstow. Alors là, par contre, grosse déception, on se retrouve... donc là, quand j'ai fait le plein, j'ai dû aller dans la station essence pour payer, ou je sais plus pourquoi, mais je me suis retrouvé dans la station essence. Les gens, très difficiles à comprendre, très vulgaires, font aucun effort pour se faire comprendre, donc on dirait qu'ils mâchent des chewing-gums. C'est très l'image du Français qui va aux États-Unis et qui se dit je comprends rien. Ça fait un peu texan dans l'esprit, mais non, franchement, c'était pas forcément le meilleur endroit pour s'arrêter. Et puis sur la station essence, il y a des énormes pick-up avec des roues démesurées qui commencent à faire des bornes. Ouais, c'est un peu le côté redneck de l'Amérique profonde, là, pour le coup. Donc pas grave, on continue notre route et puis on finit par arriver à notre destination pour la journée. C'est l'Amargosa Hotel. Alors cet endroit, il a été créé en 1925 et aujourd'hui, il est tenu par à l'époque en tout cas, il est tenu par des bénévoles. Je sais pas s'il existe encore. En revanche, si c'est le cas, je vous encourage vraiment à y aller si vous prévoyez d'aller du côté de la vallée de la mort, parce que c'est un endroit absolument magnifique et il était en tout cas, le site internet à l'époque racontait qu'il ne savait pas s'il allait durer encore longtemps. Tu veux dire que c'est un hôtel qui est dans son jus ? Alors, il a été un petit peu restauré, mais il est baigné encore dans son jus, effectivement. Et puis, il y a toute une histoire autour de ça. Il y a une vraie ambiance, finalement. On n'était pas forcément rassurés parce qu'on a vu qu'il était tenu par des bénévoles. Les bénévoles s'en vont chez eux le soir. Ils restent pas la nuit, en fait. Il n'est pas forcément très grand. Et on s'est dit, peut-être qu'on va se retrouver tout seul au milieu de cet hôtel, chargé d'histoire. S'il y a un endroit où il doit y avoir des fantômes, ça pourrait très bien être par là, si ça existe. Donc on n'était pas forcément rassurés, mais finalement ça s'est très bien passé. Et puis surtout, la bénévole qui tenait le lieu était extrêmement gentille. On a passé un très très bon moment. Donc plutôt un bon plan pour toi. Un très très bon plan. En tout cas, très très bon moment passé là-bas. On a réalisé du coup notre check-in le soir, avant que la personne s'en aille rentre chez elle. Et après on s'est dirigé du coup sur la Death Valley pour commencer à visiter un petit peu. On a eu l'occasion de voir Zabriskie Point qui est absolument magnifique, ça nous a mis dans le bain tout de suite. Le Golden Canyon avec justement la fameuse Golden Hour dont on parlait dans le dernier épisode. Oui. Magnifique, encore une fois j'en ai pris plein les yeux et je crois que ça fait de moi un grand fan de ce parc, auquel je n'attendais pas grand chose finalement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre sur la vallée de la mort. On s'est dirigé ensuite vers le Deville Golf Course quand le soleil commençait à tomber un petit peu pour terminer au Badwater Basin, qui se trouve finalement 86 mètres sous le niveau de la mer tout de même. Du coup, c'était le coucher de soleil, j'en ai profité pour sortir ma Bud Light et puis la boire du coup devant ce magnifique coucher de soleil, même si elle était un petit peu chaude, puisqu'elle avait passé la journée dans la voiture. Et vous n'aviez pas pris de glacière ? Et on n'avait pas pris de glacière évidemment, ça aurait été trop facile. Non, on n'avait pas pensé à tout ça, malheureusement. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, il faut savoir aussi que Badwater Basin, c'est l'endroit où la plus haute température du monde a été enregistrée, dans ce que j'avais vu. C'était le 15 juillet 72, et il a fait 93,9 degrés Celsius. C'est énorme, énorme. C'est tout à fait énorme. Bon, ce jour-là, il faisait un peu moins chaud, il faisait 101 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 39 degrés Celsius. C'était déjà bien, c'était bien. Du coup, on est retourné ensuite à l'hôtel, une fois qu'on avait vu ce magnifique coucher de soleil et découvert ce que pouvait nous réserver la vallée de la mort. Et là, 2 chats nous attendaient. Donc il s'avère que c'est des chats qui traînaient autour de l'hôtel et qui étaient un peu résidents de l'hôtel finalement. Donc l'un d'entre eux nous a suivis jusqu'à notre chambre, il restait pas mal de temps avec nous, très câlin.
13 joueurs et un chat obèse, complètement obèse. Du coup, c'est assez marrant parce que quand on est rentré, quelques mois après, on a aussi pris un chat chez nous, un vieux chat à la SPA, 8 ans, obèse aussi. Donc est-ce que c'était prémonitoire ? Je n'en sais rien. Mais Sarah avait eu la bonne idée de le surnommer Vegas, ce petit chat. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Ou peut-être que j'en ai une petite idée. Non, je vois pas du tout à quoi tu vas faire allusion. Voilà, on va pas spoiler non plus. Ce serait dommage. En tout cas, une belle journée s'est encore passée avec 740 km en voiture cette fois. Et puis un petit, j'ai honte de le dire, un petit 5 km à pied seulement. Mais bon, on a fait beaucoup de route. Eh bien, c'est sur cette note féline qu'on va se quitter pour ce 3e épisode. Et la semaine prochaine, Nicolas, on va continuer à arpenter avec toi la vallée de la mort. Et tu feras une lumineuse, j'allais dire, infidélité à la Californie. Bon, vous aviez peut-être un petit peu compris. Mais bon, Nicolas, on a hâte de te retrouver pour la suite de tes aventures. Oui, bah, effectivement, j'ai hâte de vous raconter tout ça aussi. Et comme tu l'as dit, le prochain épisode nous réservera quelques petites surprises. Eh bien, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Si vous aimez ce podcast, dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.